la plupart des cultures, la plupart des gens apprécient la curiosité et l'intérêt que tu peux avoir pour eux. C'est ça le dénominateur commun. Et en fait, à partir de là, c'est relativement facile, quand on a le bon mindset, de connecter et de bâtir avec les autres, autrui, dans toutes les dimensions, que ça peut être religieux, ethnique, culturel, ce que tu veux. Il y a pas mal de gens qui se focalisent, ils essayent une fois un truc avec une personne, ça marche pas, ok, it's a bad idea, c'est nul, je suis nul, le monde m'en veut, et on s'arrête là. Le monde est fait de noms qui t'entourent dans tous les sens, et en fait, il faut aller avoir l'agilité et la résilience d'aller chercher le peu de oui qu'il y a. Hello, bienvenue sur le podcast des Leaders sans frontières, le podcast où nous partons à la rencontre des meilleures pratiques managériales et entrepreneuriales, inspirées des différences culturelles et de l'international. Je m'appelle Paul Tressens et vis au Vietnam depuis 2022. En créant ce podcast, mon ambition est de vous aider à élargir votre champ des possibles et appliquer des méthodes venues d'ailleurs dans votre quotidien. Je vous souhaite un bon voyage avec notre invité pour un nouvel épisode des Leaders sans frontières. Bonne écoute! Bonjour Maxime. Bonjour. Bienvenue dans le podcast des Leaders sans frontières. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Ce que je te propose pour commencer ce nouvel épisode des Leaders sans frontières, c'est de te laisser te présenter, raconter, résumer rapidement ton parcours, expliquer d'où tu viens également, tes origines en France et tes fonctions actuelles. Oui, avec plaisir, et on aura l'occasion d'aller un peu plus dans les détails à certains moments. Mais rapidement, donc Maxime Chory, cofondeur de Upworth, une fintech de finance personnelle en Australie, basée à Sydney, où nous enregistrons ce beau podcast. Tout à fait. Je suis français à la base. Moi, j'ai déménagé tous les 3 ans à peu près, donc 6 endroits différents en France pour mes 18 premières années. Okay. Mais un peu partout, région parisienne, ouest de la France, sud, centre. Donc j'ai varié un peu les plaisirs. En termes de carrière, j'ai un background Sciences Po, donc initialement en affaires internationales, et après un MBA notamment avec l'ESSEC à Singapour et Seoul National University en Corée. Et j'ai été après quelques expériences dans le private equity, donc capital investissement, et le conseil en stratégie. J'ai principalement bossé dans des startups en tant que directeur de plusieurs startups en Asie du Sud-Est, avant de rejoindre l'Australie pour lancer Upworth. Super. On va y revenir justement sur ta carrière riche. On va y passer, on va analyser ton passage de continent en continent, de l'Afrique à l'Asie jusqu'à l'Océanie et aujourd'hui l'Australie. Première question, est-ce que tu peux m'expliquer d'où vient ton goût du voyage et avec notamment, je pense, une première expérience, j'aimerais que tu m'expliques ce que tu as fait avec l'association Zelidja, une première expérience, je crois, au Pérou. Exact. Assez jeune. Oui, non, c'est un bon point. Je pense que les motivations profondes pour le voyage, c'est relié à la curiosité, et après la question est comment expliquer le développement de la curiosité. Donc je pense qu'il y a toujours un facteur plus ou moins de personnalité, facteur chance, etc. Après, en termes de chance, justement, j'ai eu la chance d'être dans un environnement aussi assez multiculturel, même au niveau familial, avec des origines françaises, mais aussi d'Europe de l'Est. Ma grand-mère parlait 5 langues. On a adopté des frères et sœurs d'Éthiopie aussi quand j'étais jeune. On a déménagé donc 6 fois quand j'étais petit, et à chaque fois dans des villes de taille, alors c'était en France, mais dans des villes de taille différentes, avec des gens différents, et à chaque fois devoir se réadapter, se réapproprier son environnement. Et donc je pense que tout ça, c'est un peu les ingrédients qui mènent au voyage. Et je pense que j'ai eu aussi la chance d'être dans d'avoir une belle enfance, qui m'ont aussi donné une certaine confiance en moi, donc qui je pense aussi est nécessaire et importante pour pouvoir voyager, partir vivre à l'étranger, chercher des opportunités à l'étranger. Et c'est vrai que c'est une chance d'avoir eu cette stabilité qui m'a permis aussi de pouvoir en fait mettre en pratique les rêves que j'avais pu avoir de voyage et de découverte. Après la lecture aussi, comme toujours, quand on a la chance d'être exposé à pas mal de livres, j'aimais bien tous les livres d'explorateurs, les livres d'aventure, etc. Donc après, ça nourrit un imaginaire aussi, et ça contribue à la motivation pour essayer d'aller chercher des expériences autour du monde.
Donc voilà, je pense un peu pour la partie, d'où vient ce goût pour le voyage. Oui, Et donc la deuxième partie sur, Zelidja, très belle association, française, créée, il y a presque enfin un peu moins d'un siècle, mais donc dans les années 30. d'accord. Et donc essentiellement, c'est une association qui finance des jeunes de 16 à 20 ans. Donc en effet, focus sur quand même assez jeunes, à la fois préadultes et jeunes adultes, Mmh. pour, sur des, bourses de voyage et d'études à travers le monde. Donc les conditions n'ont pas vraiment changé depuis, le lancement. C'est, de faire un sujet d'étude, de son choix, qu'on défend auprès donc des membres du jury de cette association, et de, faire ce rapport d'études et des chroniques de voyage, en échange d'une aide notamment financière et de l'accès à une communauté d'explorateurs, ou de gens qui partagent cet état d'esprit. Et donc comme c'est, une association assez ancienne, il y a plein «d'alumni» entre guillemets, comme, Henri de Castries, le PDG d'AXA, et il y a pas mal de personnes plus ou moins, enfin beaucoup d'explorateurs aussi assez connus, ou d'écrivains, mais sinon des profils assez variés, puisque il y a, selon les années, en général, plus de 100 personnes qui reçoivent cette bourse en Mmh. France. Donc c'est au niveau national. J'ai eu la chance de l'avoir en 2011, du coup, pour partir sur un sujet d'étude, sur la culture indigène en Amazonie péruvienne, donc dans le sud-est, du Pérou. Donc c'était une très belle expérience. Je suis parti seul, pendant 2 mois pour, voilà, dans la jungle principalement, et donc pour faire ce sujet d'étude, et ça m'a appris beaucoup. C'était la première fois que je partais tout seul en dehors d'Europe, pour ce projet. OK. Qu'est-ce que tu en as tiré de cette première expérience à l'international, justement, où tu te confrontes à, une culture indigène qui est, l'opposé, on va dire, de, Mmh. la France, d'un pays développé où tu as, l'eau potable, au robinet, l'électricité et cetera? Oui, bon, c'est fascinant parce qu'en effet, à la fois, il y a des nombreuses différences, et en même temps, il y a quand même des aspirations qui peuvent être communes, et puis aussi des transformations de la société moderne qui peuvent aller beaucoup plus, loin que l'on ne penserait, y compris, au fin fond de l'Amazonie, dans des villages à 10 heures en bateau de n'importe quelle ville, tu retrouves des gens qui regardent des séries et boivent du coca, ça existe. Donc c'est quand même justement la capacité du consumérisme moderne à aller, dans les coins les plus reculés, est quand même assez impressionnante. Et d'ailleurs au niveau culturel aussi, puisque dans la plupart des communautés, en fait, il y a 2 types de communautés, au Pérou, dans le Pérou amazonien, il y en a qui sont vraiment 100% isolés encore, hein, ça existe, donc qui n'ont aucun contact avec la civilisation, et il y a même des institutions étatiques, péruviennes, et des associations qui assurent que certaines zones restent, sans contact avec la civilisation. Donc il y a toujours, OK. ils sont vus par des hélicoptères ou par des photos de satellites, mais ils sont vraiment pas entrés en contact avec la civilisation, et donc évidemment, c'est interdit d'aller dans ces zones-là, et je n'y suis pas allé, vraiment, il y a toujours, quelques cas de personnes qui disparaissent parce que justement, il y a vraiment aucun contact. Et après il y a toute la panoplie, je dirais, de communautés qui sont en relation, à différents degrés avec, le reste de la société péruvienne. Et donc dans ces cas-là, il y a souvent, la capacité les indigènes parlent espagnol, ils ont accès à des services scolaires de base, et cetera. Ils sont en général dans une relation aussi commerciale de vente de certains biens, de bois ou de poissons, de choses, dans les villes, les plus proches. Donc voilà, il y a une intégration, relative et à différents degrés. Mmh. Mais c'est sûr que oui, je pense que j'ai beaucoup appris sur, la diversité du monde, les différents modes de vie qu'on peut avoir, et en effet, c'est des modes de vie qui sont quand même très différents de ceux qu'on peut avoir en France en termes de développement, d'accès aux ressources, et cetera. Mais aussi de connexion avec la nature, et de rôle justement des communautés, on n'a plus vraiment dans des grandes villes, notamment mondialisées, où la manière de concevoir la communauté, la famille, et cetera, ont beaucoup changé. OK. On vient de parler de Zelidja. Mmh. Il y a un autre élément marquant, moi, je trouve, dans, ton enfance, adolescence, c'est tu as fait le cours Florent. Mmh. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu as fait le cours Florent et est-ce que, Mmh. pareil, tu en as tiré ensuite dans ta carrière? Mmh. Oui, alors donc le cours Florent un peu particulier, j'ai fait ça en même temps que Sciences Po OK, pendant une année, donc d'accord. je ne suis pas sorti, diplômé. Bon, pour pas mal de raisons, notamment que je partais après pour mon année d'échange, aux États-Unis,
Et après, du coup, quand je suis revenu, j'ai pas souhaité continuer, j'avais changé de priorité, et cetera. Mais c'était très formateur néanmoins. Hem, Fasciné, enfin, j'ai toujours, enfin, j'avais fait pas mal de théâtre, notamment improvisation théâtrale aussi quand j'étais enfant. Donc ça, c'était, plutôt dans mes débuts d'années universitaires. Hem, je trouve que c'est assez fascinant la théorie et la pratique, hein, théâtrale, mais notamment en ce qui concerne la psychologie, la gestion des émotions, notamment, le grand gourou un peu dans cette zone, dans cet, espace qui est, Konstantin Stanislavski avec la formation de l'acteur notamment, où il explique comment finalement générer des émotions. Parce que quand on construit un personnage, on doit, vraiment être dans l'authenticité Mmh. de vivre depuis le point de vue de ce personnage. Ce qui veut dire qu'il faut vraiment rentrer soi-même dans la peau du personnage et dans ses émotions, qui sont évidemment, il a une vie qui est différente de la nôtre et du coup, comment on va, petit à petit générer cet état d'esprit et rentrer dans un personnage, rentrer dans ses émotions de manière authentique et donc ça, c'est évidemment assez fascinant. Ça, je pense, ça développe aussi l'empathie envers différents types de profils et de manières de penser. Voilà, ça développe la compassion parce qu'aussi la capacité finalement à ressentir et à vivre certaines expériences du point de vue de sortir de soi. OK. Hein, et je pense que ça, c'est important et une fois q et au-delà de ça, cette capacité à gérer ses émotions, c'est-à-dire à la fois générer des émotions ou au contraire, les contrôler ou les limiter, bah, c'est quelque chose d'assez essentiel dans la vie, à la fois personnelle et professionnelle. Et bon, comme dirait Shakespeare, nous sommes, voilà, le monde est un théâtre et nous en sommes, tous que hommes et femmes que des acteurs. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi une certaine, métaphore de la vie comme étant une grande pièce de théâtre dans laquelle nous jouons un rôle ou des rôles et être capable de jongler entre ces différents rôles et être conscient des rôles que l'on veut ou ne veut pas jouer. Mmh. OK. Oui, et avec tu parlais de la partie théâtre d'improvisation. Mmh. L'entrepreneuriat, il y a une part d'improvisation permanente. Exact. Donc c'est déjà mettre un pied, dans, cette capacité à s'adapter en permanence à des situations et accepter que Mmh. les règles du jeu changent au cours de la Mmh mh. partie. Ouais, totalement, non, c'est là et Churchill disait: «L'improvisation ne s'improvise pas» et c'est vrai dans le sens où, en fait, la pratique de l'improvisation théâtrale ou entrepreneuriale, bah, plus on en pratique, meilleur on devient et plus on connaît le fonctionnement et les règles de ces choses-là, plus on est confortable et plus on est Mmh. capable de réagir à l'imprévu, en fait. C'est ça c'est-à-dire que dans l'improvisation, certes, c'est de la vraie improvisation, mais en fait, le fait d'être préparé, d'avoir réfléchi aux différentes manières et être conscient de la manière dont on va devoir, de toute manière, improviser et changer de plan, cette flexibilité mentale, en fait, c'est quelque chose qui se travaille, c'est un muscle, en fait. Oui. Donc en fait, la pratique de l'improvisation améliore les capacités d'improvisation et je suis totalement d'accord avec toi. D'ailleurs, en fait, c'est un peu l'intersection des différents domaines qui m'intéressent. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'avais pas forcément voulu continuer le cours Florent, c'était la dimension vraiment gros focus sur, l'apprentissage de texte et l'apprentissage de rôle de personnage. Il y a quand même, c'est très enrichissant, mais il y a quand même beaucoup de répétitions et beaucoup d'apprentissage par cœur et de pratique et de répétition de la même scène, 26 fois. C'est vrai peut-être que j'ai un profil un peu trop impatient pour ce genre voilà, de développement et c'est pour ça que ce que je préférais, c'était la partie improvisation théâtrale parce qu'à chaque fois, c'est différent. On peut s'améliorer, on peut apprendre des techniques, des stratégies et cetera, mais chaque fois, c'est nouveau et chaque fois, on s'amuse beaucoup plus. Mmh. Enfin, personnellement, je m'amuse beaucoup plus à appliquer ce que j'ai appris dans une improvisation théâtrale que, pour la 25e fois, plutôt que de faire 25 fois la même scène, et la faire, 1 mieux, quoi. Donc c'est un état d'esprit différent, moi ça me correspond et je suis d'accord avec toi, l'entrepreneuriat fonctionne sur la même chose et j'écris aussi, as a hobby, donc voilà des fictions, que ce soit, histoires courtes, poésie, théâtre et je trouve que c'est la même chose finalement. I mean, écrire c'est de l'improvisation, solitaire, je dirais. La différence de l'entrepreneuriat ou de l'improvisation théâtrale dans lequel tu construis une histoire et tu la joues avec d'autres, l'écriture, c'est une improvisation théâtrale en «solo» entre guillemets. Puisque la définition de l'improvisation théâtrale est aussi entrepreneuriale. C'est vraiment pas du tout solo, c'est du travail d'équipe, donc tu es toujours en réaction avec le monde extérieur et tu réagis et tu construis Mmh. dessus. La différence en effet avec l'écriture, c'est que là, tu as quand même plus de «marge de manœuvre» entre guillemets, où tu dois moins, potentiellement prendre en compte, des retours. Enfin, tu es l'acteur de tes propres, retours. Quel est ton rapport à l'écriture? Parce que tu dis que c'est de l'improvisation,
Je suis assez surpris par ta Mmh. remarque. Pour moi, c'est quelque chose qui est très carré, justement, où tu Mmh. déroules Mmh. quasiment, tu peux dérouler un raisonnement. Mmh. Alors, ça peut peut-être choquer, mais peut-être même jusqu'à scientifique, Oui, oui. où tu passes Mmh. par certaines étapes, Mmh. tu inclus des personnages, Mmh. tu vois, un poème, il faut que ça se réponde par rapport au vers. Mmh. Est-ce que tu peux m'expliquer ton rapport à l'écriture et Mmh. quel est, toi, le raisonnement que tu mets à travers Mmh. l'écriture? Ouais, non, c'est un bon point. Évidemment, il y a différentes catégories d'écriture, évidemment. Donc, si on écrit un paper de recherche sur les protons, on va devoir suivre une méthode assez scientifique, enfin 100%, je dirais, ou 99% scientifique et déductive. C'est pas le cas de la fiction. Évidemment, il y a une partie préparation, mais c'est ça qui est intéressant avec l'écriture aussi. C'est-à-dire que, donc, je parle principalement de l'écriture de fiction, hein, qui Ouais. m'intéresse, même si au cours de mes études, j'ai pu écrire des essais très rationnels sur différents sujets. Mais je dirais dans la nature de la fiction, il y a quelque chose il y a une réalité qui dépasse les catégories et la partie rationnelle, puisqu'il y a une partie inspiration, émotionnelle, et cetera. Mmh. En fait, c'est un va-et-vient constant. C'est pas qu'il y a pas de structure, puisque pour créer une bonne histoire, il faut de la structure, ou voire même une poésie, on peut dire. Elle va toujours être nourrie de sa structure. Donc la structure, elle est pensée a priori. Mais c'est toujours une interaction, c'est-à-dire que l'histoire quelque part reprend, d'une certaine manière sa vie propre. Mmh. C'est-à-dire on peut avoir une structure, un plan pour une histoire, mais peut-être les grandes lignes, mais quand on va être dedans, quand on va l'écrire proprement, enfin à proprement parler, quand on va vraiment être dans l'histoire et la vivre l'histoire, dans le fil du récit, il va y avoir des choses qui vont apparaître, qui vont nous apparaître en tant qu'écrivain, et qui vont être partie de ce voyage d'écriture. Et après, chacun peut-être l'expérimente de manière différente, mais moi je pense qu'il y a quand même en fait, il y a une place pour l'improvisation à l'intérieur d'une grande ligne. Si tu veux, tu vas de Paris à Marseille, mais bon, quel va être exactement le chemin? Qu'est-ce que tu vas voir sur le chemin? Où est-ce que tu vas t'arrêter? Qu'est-ce qui va se passer à un endroit? Ça va être, en grande partie imprévu, en fait, puisque c'est pour ça, il y a justement l'écriture, il y a pas le retour d'autres personnages, mais en fait, l'écrivain va lui-même, se surprendre, va se surprendre lui-même l'histoire. Alors est-ce que c'est l'histoire qui s'impose à lui, lui qui impose l'histoire? Je pense que c'est une dialectique, intéressante et je pense quel que soit le profil d'écrivain ou voire même le niveau d'écrivain, de «grands écrivains» entre guillemets, ou pas, je pense que personne peut à 100% avoir jusqu'au plus infime détail un plan préalable Mmh. qui va pas s'épanouir et éclore au cours de la confrontation, de l'imagination à la structure. OK. Tu nous parles de voyage, littéraire, d'écriture. On va revenir sur ton voyage. Donc tu es passé par, l'Afrique déjà, le Maroc, l'Algérie, par des entreprises plutôt dans le conseil. Après tu vas aller, t'expatrier, en Malaisie chez, Rocket Internet de 2018 à 2021 dans un incubateur. Est-ce que t alors incubateur, je te vois sourciller. Mmh, Est-ce que tu ouais. peux expliquer un petit peu justement tes missions, chez Rocket Internet et pourquoi est-ce que tu rejoins, cette entreprise? Ouais, alors justement, c'est toujours le statut un peu spécifique, de Ouais, Rocket Internet et aussi, l'évolution historique un peu de cet écosystème. OK. J'appellerais, peut-être le terme le plus, judicieux pour caractériser, ça serait écosystème. Même si Rocket Internet est en effet, une boîte qui est, listée, sur au Stock Exchange de Berlin. Ouais. Mais après, ils ont fait énormément de choses assez différentes. Initialement et dans l'idée, c'est un fonds d'investissement dans des, différentes startups à travers le monde. L'idée de base, c'était de prendre les boîtes, les startups qui avaient bien fonctionné dans les pays matures, donc notamment États-Unis, Europe, OK. pour, lancer des concepts similaires dans les pays émergents d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine. Et donc il y a énormément d'entreprises, de startups, qui parmi lesquels Rocket Internet a été un des investisseurs, un des premiers investisseurs. Mais comme on sait, la vie Mmh. d'une startup, il y a différents tours d'investissement, il y a différents investisseurs. Donc c'est-à-dire que c'était pas des boîtes, la plupart du temps, ou même
ou même en fonction du temps, évidemment, ça évolue, puisque les tours d'investisseurs, il y a des investisseurs qui rentrent, d'autres qui sortent. Mais quand on parle de l'écosystème Rocket Internet, c'est un écosystème de boîtes qui ont été, à un moment donné, investies par Rocket Internet. Y compris celles où peut-être ils n'ont plus le contrôle. Dans la majorité des cas, c'est comme ça, puisque c'est un fonds, donc c'est pas forcément le but de contrôler, ou Tout alors à ils fait. contrôlent au début et après ils vendent leur part à d'autres investisseurs plus matures, puisqu'ils ont leur caractéristique, c'est qu'ils sont rentrés très tôt, qu'ils ont vraiment lancé des produits, des boîtes, et après il y a eu des reprises pour celles qui fonctionnaient, etc. Donc voilà, c'est un écosystème, je dirais mondial, de start-up qui ont été backés par cet investisseur initial un Mmh. peu voilà, légendaire. Et c'était légendaires pourquoi? Parce que c'était les premiers à vraiment faire du business de start-up en dehors des États-Unis et de l'Europe. OK. As simple as that. Et en fait, donc moi j'ai eu l'opportunité de travailler pour 3 différentes ventures, donc boîtes, de Rocket dans des marchés très différents et dans des domaines assez différents aussi. Euh, Ma première expérience et découverte du coup de l'écosystème Rocket, c'était en Algérie, où j'étais bras droit du MD, donc du directeur de Hello Food, qui est devenu Jumia Food, donc maintenant une boîte listée au Nasdaq, qui est présente dans une quarantaine de pays africains, essentiellement le Uber Eats appliqué à l'Afrique. Oui. Donc ça, c'est un des trois. J'ai aussi été du coup directeur de Zen Rooms, donc une hospitality tech basée en Asie du Sud-Est. J'étais directeur de la Malaisie. Et Flash Coffee en Indonésie, qui était aussi F&B, mais voilà, plus tech-enabled coffee chain, donc chaîne OK. de café. Ça, c'est les trois expériences Rocket, une en tant que plus stagiaire, assistant au directeur, et deux en tant que directeur. Voilà, des structures sur des marchés aussi différents que l'Algérie, l'Indonésie et la Malaisie. Et donc le point commun de ça, c'est que c'est un écosystème. Et quand on dit écosystème, c'est aussi finalement les personnes qui y travaillent. Donc Mmh. comme moi, j'ai été nourri de cet écosystème. Donc il y a pas mal de gens qui ont bossé pour pas mal d'aventures de Rocket à travers le monde. Et donc du coup, il y a un peu, c'est un peu un groupe aussi de personnes avec une certaine mentalité, une certaine formation entrepreneuriale et start-up dans les pays émergents. OK. Pourquoi tu rejoins, Mmh. Rocket Internet? Qu'est-ce qui, toi, t'a attiré par rapport Mmh. à ta vision et la façon dont tu voulais faire évoluer ta carrière? Mmh. C'était de mettre un pied déjà dans l'entrepreneuriat pour apprendre sans avoir forcément la liberté totale d'un entrepreneur avec aussi les risques que ça comporte? C'est assez bien résumé. Ça s'est fait un peu par chance initialement. Hem, J'avais déjà fait un pivot en fait initialement où j'avais plus travaillé dans des entreprises, des administrations publiques, et avec un background Sciences Po, donc plutôt public, où j'ai vu qu'en fait que le secteur des affaires, business m'intéressait aussi beaucoup, et notamment me permettrait potentiellement d'avoir une carrière un peu plus diversifiée et un peu plus dynamique, dans le sens où il y a plus de flexibilité et de diversité dans les acteurs du privé. Hem J'avais déjà fait ce pivot, du public vers le privé, j'avais fait un événement de recrutement à Sciences Po. En fait, il y avait un stand de Rocket Internet et je leur avais parlé et je trouvais ça intéressant, et du coup, ils m'ont mis en contact avec des directeurs, notamment le directeur pour l'Algérie. Donc c'est comme ça que c'était un peu «par hasard» entre guillemets que j'ai pu voir cette mais ce qui avait attiré mon attention, c'est la dimension en effet, d'avoir très vite, en tant que jeune diplômé, des responsabilités et la possibilité d'avoir un impact Mmh. rapidement, pas être dans des jobs d'éternel support ou analyste, mais vraiment d'avoir un impact sur le business et sur la société du coup. Hem et ça c'est ça qui m'a plu, et l'expérience à Alger du coup pour Jumia Food a été super. J'ai vraiment découvert un écosystème très dynamique avec plein de gens jeunes de partout et une croissance très rapide, hem et un mode de fonctionnement peu hiérarchique et très pragmatique et orienté vers l'action, que je trouvais vraiment, en fait, enrichissant et en même temps stimulant. Et du coup, je me suis dit: «OK, je veux revenir dans cet écosystème», mais voilà, notamment, je trouvais ça intéressant d'être entrepreneur en tant que directeur d'un pays, donc vraiment être en charge d'un pays, de le développer. Et j'avais noté que les personnes dans ces jobs-là avaient un background en général en capital investissement et ou conseil en stratégie. Donc Ouais. c'est aussi ça qui m'a motivé lors de mon MBA, de chercher des expériences
en capital investissement et en conseil en stratégie pour pouvoir après avoir un CV et des outils méthodologiques pour pouvoir revenir dans des positions plus seniors dans ce type d'écosystème et apprendre, continuer à apprendre. Donc c'est ce que j'ai fait, hein, du coup, bosser à la fois dans le capital investissement, puis dans le conseil en stratégie pour après revenir en tant que directeur de start-up avec l'idée en tête derrière d'apprendre au maximum pour pouvoir me sentir à l'aise de lancer mon propre projet par la suite, ce que j'ai fait également. OK. On y arrive sur, ce que tu fais actuellement. Tu es brandé aujourd'hui, Upwork. Toujours brandé. Est-ce que tu peux m'expliquer, l'histoire d'Upwork? Pourquoi est-ce que tu lances, cette, fintech? Est-ce que tu peux m'expliquer ce que vous faites aujourd'hui en Australie? Alors bon, j'essaie de le faire assez court, mais donc c'est un projet collectif, hein. On est 3 cofounders, notamment Alex, et donc Alex et Carlos. Alex avec qui que j'avais rencontré à Sciences Po, donc il y a Oui. une quinzaine d'années, et donc Carlos qui connaissait Alex et qui nous a rejoints. On était restés en contact avec Alex dans nos carrières assez différentes et dans différentes parties du monde, mais avec cette volonté voilà, de revenir vers l'entrepreneuriat à peu près au même moment. Donc moi, après avoir été directeur de du coup, scale-up de Rocket en Asie, je voulais passer, voilà, faire un leap of faith et lancer ma boîte. Et du coup, Alex était aussi dans ce mindset-là. Et on s'est aperçu que voilà, on était arrivé à peu près à la même étape de notre carrière par rapport à ça. Et du coup, lui, il était basé en Australie. Et donc, on a décidé d'analyser le marché australien, de voir quelles allaient être les opportunités. Et notamment, dans le secteur, on s'intéressait tous les deux aux finances personnelles. Et lui, il avait travaillé pour McKinsey, du coup, en Australie, pour pas mal de boîtes dans les services financiers. Il avait aussi identifié certains gaps dans le marché. Donc, voilà, on a fait plus de recherches. On a analysé un peu les tenants et aboutissants du marché. On s'est aperçu qu'il y avait des acteurs qui avaient bien réussi dans ce domaine, dans d'autres marchés, que ce soit en Europe, aux États-Unis. Donc il y avait vraiment un potentiel pour ce type de solution et que c'était un espace libre en Australie. Et du coup, bah, c'était le bon moment pour essayer de développer une solution innovante pour le marché australien. Et donc qu'est-ce qu'on fait? On est en fait un guichet unique pour les finances personnelles, gestion de patrimoine. On permet aux individus, donc c'est B2C, hein, donc direct vers les consommateurs. On aide les gens à visualiser où ils en sont en termes de finances personnelles, à suivre l'évolution de leurs finances personnelles ou de leur patrimoine et prendre les bonnes décisions pour croître ce patrimoine, ce qui est normalement l'objectif de tout un chacun. Et donc c'est d'ailleurs cette vision-là qu'on a construit à Port. Et c'est lié à des produits financiers type action, c'est, de l'accompagnement également sur l'immobilier. Qu'est-ce que vous avez comme type d'offre? Oui, alors essentiellement, donc il y a notre plateforme que l'on a bâtie qui permet, pour commencer, en fait, la première étape quand tu veux améliorer quelque chose, c'est de savoir où tu en es. Mmh. De la même manière que tu vas avoir une Apple Watch pour regarder tes éléments de santé, de rythme cardiaque, et cetera. Nous, on va commencer par faire un point de situation de santé financière. On va te permettre de connecter, donc pour l'instant c'est le marché australien, mais de connecter tes comptes en banque, tu mentionnais tes equity, tes actions, tes cryptos, tes investissements immobiliers, tes prêts, enfin tout, tous tes actifs et tes passifs sur une plateforme, la nôtre, gratuitement. Et donc là, ça va déjà te permettre de savoir où tu en es. Et après, évidemment, la prochaine étape, c'est quelles sont les prochaines décisions importantes en termes de finances personnelles que je peux faire pour croître mon patrimoine. Donc là, on va avoir à la fois la dimension, alors on peut pas tout développer d'un coup. Donc la première phase, c'est la partie visibilité, 360 degrés. Mmh. La deuxième, c'est OK, la partie donc en fait, on est un peu ton CFO, ton directeur financier, personnel. Donc la première partie, on a vu les actifs et les passifs. Le deuxième, c'est, tout ce qui est cash flow, hein, donc income, expense, donc les dépenses. Comment en fait comment sont, de ton alimentation en revenu, comment tu vas utiliser ce revenu
sur différents postes de dépenses. Et donc on utilise l'intelligence artificielle pour catégoriser toutes tes dépenses à travers toutes les banques que tu peux ou les comptes de transactionnels que tu utilises en Australie. Ouais. Et on va dire, bah, tu dépenses tant sur transport, accommodation, nourriture, etc., avec des catégories et des sous-catégories. Donc tout ça fait automatiquement grâce à l'AI. Donc tu vas avoir une vision assez détaillée de tes dépenses et tu vas pouvoir aussi te mettre des objectifs et comparer tes performances historiques et futures à tes objectifs. Donc ça, c'est le deuxième pilier de ce qui est présent actuellement dans notre produit. Et le troisième, tu l'as mentionné, je mentionnerai les 4 principaux, mais le troisième, c'est un outil de comparaison de ta situation. Donc à la fois, tu as une vision de ta situation à 360, mais aussi tu veux savoir par rapport au marché comment tu te situes. Et c'est là qu'on va comparer, donc on a commencé par 2 éléments assez importants. Le premier, c'est les comptes, les savings accounts, donc les comptes d'épargne, de comparer ton compte d'épargne avec l'ensemble du marché en Australie et voir, OK, bon bah, quelle est la perte, le manque à gagner en termes de taux d'intérêt, etc., par rapport à ta balance, combien tu pourrais mettre de côté en plus ou générer d'intérêt en plus par rapport si tu changeais en fait de compte d'épargne. Le deuxième, on le fait aussi, donc c'est dans le sens inverse avec les prêts hypothécaires immobiliers, puisque là, le taux d'intérêt, tu veux qu'il soit le plus bas possible et non pas le plus haut possible. Et donc là, on t'aide aussi à scanner le marché, comparer à ta situation et voir s'il y a des opportunités. Et ce qui m'amène, en fait, comme tu disais, l'immobilier à un peu la quatrième partie de notre offre de valeur aujourd'hui, qui est, alors on est des agents de crédit hypothécaire certifiés en Australie, et donc on aide les gens à structurer leurs besoins en financement pour de l'achat immobilier. Donc de l'analyse stratégique de comment, quelle est leur capacité d'emprunt, quelle est leur volonté d'acquisition, et leur vision stratégique sur les investissements immobiliers, à trouver quel est le bon produit qui corresponde à leurs caractéristiques, basé sur les politiques de crédit des banques et leur situation spécifique. Essayer de trouver les bons produits dans le marché, et les accompagner jusqu'au settlement, jusqu'à la validation du prêt pour acquérir un bien immobilier. Et ce qui est d'ailleurs notre source de financement, puisque notre plateforme est gratuite. Oui. Nous finançons grâce aux commissions des lenders, donc des banques ou des acteurs financiers qui ne sont pas bancaires, mais qui prêtent, qui génèrent des prêts hypothécaires. Et donc ce qui est bien, puisqu'on a les intérêts alignés avec les clients, la régulation en termes de régulation, puisque évidemment on doit défendre les intérêts du client, mais aussi les commissions sont les mêmes en fait pour tout, c'est régulé. Donc en fait, il n'y a pas d'intérêt à vendre un produit plutôt qu'un autre. L'idée, c'est vraiment d'accompagner les clients et en plus de leur fournir ce service gratuitement, donc c'est gagnant-gagnant. OK. Vous avez créé ça en 2023. Exact. C'est assez récent. Comment tu disais qu'il y avait déjà des acteurs aux États-Unis, en Europe. Comment est-ce que vous avez fait pour vous implanter sur le marché australien? Comment l'ont pris les clients, les consommateurs? Parce que tu disais qu'il y avait personne finalement sur le marché australien. Donc, est-ce qu'il a fallu faire un travail pour sensibiliser les clients et les consommateurs à justement un, un traçage intelligent, on va dire, des finances et plus automatisé, on va dire, avec des technologies comme l'intelligence artificielle. Comment vous vous développez aujourd'hui sur ce marché qui finalement, je compare ça un peu à un océan bleu où il faut tout défricher? Vous êtes les premiers acteurs sur le marché australien? Oui, alors voilà, il faut distinguer les différentes parties de notre offre. Alors évidemment, il y a Ouais. déjà des agents de crédit hypothécaire en Oui. Australie, mais oui, là où on est sur un océan bleu, c'est sur cette solution d'agrégation de patrimoine et en fait ce one-stop shop pour les personal finance. Parce que ça, c'est quelque chose de nouveau en Australie et c'est quelque chose, donc comme tu dis, il y a un gros rôle éducatif en fait. Pas mal de gens n'ont pas conscience de là où ils sont un peu perdus, ne savent pas par où commencer, donc il faut vraiment avoir une approche pédagogique, de montrer en fait directement les étapes et les avantages des différentes étapes. Qu'est-ce que va apporter le produit, comment ils vont pouvoir l'utiliser pour optimiser les résultats pour eux. Donc en effet, c'est un gros rôle d'éducation, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est beaucoup plus facile d'avoir de la compétition. Parce Mmh. qu'en fait, alors évidemment, il y a différents niveaux de compétition et de saturation du marché, mais vos compétiteurs, enfin les compétiteurs, te font de la pub aussi, puisqu'en fait, ils expliquent, ils éduquent le marché gratuitement pour toi.
Et après, il y a une partie compétition, donc il y en a qui vont aller à ton compétiteur, il y en a qui vont aller pour toi. Mais du coup, vous partagez le coût de formation et d'éducation du marché. OK. Ce qui n'est pas le cas quand on rentre, on éduque les gens, ce qui va mener à en convertir une partie sur notre plateforme, mais en fait, on les éduque aussi pour les futurs compétiteurs qui arriveront après nous et qui auront été formés grâce à nos efforts. Donc, en fait, il y a une partie presque, je dirais, de service public un peu dans ce qu'on fait, puisque on arrive sur une proposition de valeur gratuite, essentielle sur les finances personnelles, et avec en effet qu'une proportion des gens qui vont générer du revenu pour nous dans la partie mortgage. Donc on le fait parce qu'on croit dans la vision, et dans la pratique, ça nous permet aussi de réinvestir l'argent justement des mortgages, du crédit hypothécaire dans la plateforme. Mais c'est vrai qu'en termes d'impact sociétal, c'est un peu l'équivalent. Et du coup, ouais, c'est ça le challenge, comme tu dis, c'est le défrichage. Et il y a comme toujours des misconceptions, des erreurs cognitives qui sont faites, et un manque de compréhension de certaines personnes qui sont un peu les barrières d'acquisition, et en même temps, ce qui rend aussi le job intéressant et stimulant. T'en as quelques-unes tu dis les barrières d'acquisition par rapport au marché australien. Oui, et je pense australien, ou même peut-être plus généralement, il y a différentes choses. Alors, premièrement, si tu veux, le niveau de financial literacy, d'alphabétisme financier, Oui. est faible, mais en Australie, comme en France, enfin comme partout, parce que c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école ou même à l'université. Donc, en fait, quand tu as déjà un niveau de compréhension très limité, eh bien, le fait même d'expliquer certains concepts financiers, ça peut poser problème, parce qu'il y a pas la compréhension conceptuelle de base pour comprendre l'explication, et de pourquoi c'est intéressant d'investir dans des ETF, et cetera. Il y a des concepts qui sont nécessaires à la compréhension. Mmh. Tu vois, c'est une question d'un peu d'ordre, et la pyramide, en fait. Et si tu veux parler de choses qui sont un peu top of the pyramide, ça veut dire qu'il faut que toute la partie en dessous, les acquis qui ne sont pas acquis, il faut aussi bosser dessus. Donc ça, c'est un exemple. Par exemple, une des principales, comment dire, erreurs qu'il y a, c'est euh, beaucoup de gens pensent que, comme ils ne sont pas riches, Mmh. ça ne leur sert à rien d'essayer d'améliorer leurs finances personnelles. Ce qui est la plus grosse erreur, je pense, qu'on peut faire dans ce domaine. Puisque quand il s'agit d'investissement, le meilleur moment pour commencer, c'est hier. Et quand il s'agit de stratégie, les gens qui sont riches, à part si tout vient de l'héritage, mais ils sont riches parce qu'ils ont mis en place des stratégies, ils ont compris comment ça marche, comment le système marchait, et ils ont essayé d'optimiser pour ce système pour croître leur patrimoine. Donc en fait, j'ai envie de dire, notre solution, elle commence à 1 euro ou à 1 dollar. Enfin, il y a pas de limite minimum. Beaucoup de gens, parce qu'en Australie, historiquement, quelques pourcents de la population ont accès aux conseillers financiers, et le reste n'a pas accès. Donc il y a un peu cette mentalité: «OK, quand j'aurai des millions, là, je pourrais parler avec un financial advisor, un conseiller financier. Avant, faut juste que j'ai un salaire et je mets de l'argent Mmh. sur mon compte». Donc il y a un manque de sophistication, un manque de compréhension de l'impact très important qu'il y a à avoir une stratégie. Pour avoir une stratégie intelligente et construire son patrimoine, ça commence à zéro, quoi. Ça commen Et c'est ça qui va aussi permettre d'aller de zéro à 1, ou enfin, au million, ou enfin, quel que soit l'objectif. On atteint rarement les objectifs qu'on ne se fixe pas, et pour lesquels on ne comprend pas comment y arriver. OK. Et justement, par rapport à ça, du coup, vous avez des modèles de formation en plus de vos outils de diagnostic? C'est quoi? Vous avez des coachs, on va dire, je sais pas, une Mmh. formation online? Qu'est-ce que vous mettez en place? Ouais, donc il y a plusieurs éléments. Bon, déjà, on produit du contenu Mmh. sur nos social media, via nos podcasts, via notre blog, pour essayer justement d'expliquer, de vulgariser les finances personnelles pour tous. Notre produit, en deuxième point, notre produit en lui-même, en fait, permet d'avoir une vision 360 degrés des finances personnelles. Quels sont les différents types d'actifs, de passifs, quels sont les principaux metrics, KPIs,
pour chacun des actifs et des passifs. Donc en fait, s'immerger dans notre produit, pour quelqu'un qui essaie de comprendre et d'analyser, va permettre d'avoir une bien meilleure compréhension des éléments clés de chaque actif et passif. Oui. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, en Australie, historiquement et aujourd'hui toujours, la manière principale de créer de la richesse, du patrimoine pour les individus, c'est l'immobilier. C'est l'investissement immobilier. Pour pas mal de raisons, parce que depuis les 30 dernières années, l'immobilier n'a pas arrêté, l'immobilier résidentiel n'a pas arrêté d'augmenter, voilà, notamment pour des raisons qu'il y a énormément d'immigration qualifiée en Australie, une économie qui va bien, et du coup, ça impacte les prix de l'immobilier, notamment dans les grandes villes ou dans les villes qui montent en Australie. Ce qui fait que nous, on a un rôle à jouer particulier sur ce segment-là, puisque en tant qu'agent de crédit hypothécaire, on va justement former des gens qui veulent rentrer dans ce marché de l'achat immobilier. Mais la différence de l'immobilier, notamment résidentiel, par rapport à la plupart des autres actifs, c'est la capacité de l'effet de levier. C'est très risqué, ça pose un certain nombre de problèmes de prendre des gros prêts pour acheter des actions. C'est des taux beaucoup plus élevés, c'est des risques beaucoup plus élevés. Dans l'immobilier, notamment en Australie, quand même, les risques sont plus limités et les taux sont meilleurs. Et donc, c'est une stratégie d'enrichissement qui fait sens. Et donc, nous, on aide les gens sur le principal levier de création de richesse en Australie. Et on est qualifié pour le faire en tant que agent de crédit hypothécaire certifié en Australie, mortgage broker, comme ils disent. Ensuite, donc tu l'as dit, nous, on a une vision, en effet, d'aller plus loin et d'accompagner les gens avec des services de conseil financier. C'est pas encore live, c'est pas encore disponible, mais on travaille là-dessus pour pouvoir notamment matcher les gens avec des conseils financiers professionnels pour les aider et utiliser notre plateforme, un mix de technologies et de services pour optimiser du coup les résultats pour les consommateurs et minimiser les coûts, puisqu'ils ne sont pas 100% sur un modèle de conseil financier. Ils ont une dimension humaine et analytique spécifique d'un conseiller financier, mais il y a certaines choses qui sont automatisées via la technologie. Donc, ce qui permet que ça soit un win-win, où les conseillers financiers participent à la création de valeur pour les consommateurs, mais ils peuvent aussi utiliser la technologie pour automatiser un certain nombre des éléments qui vont être plus chers si tout est fait, entre guillemets, sans technologie par un conseil financier. Évidemment, ça va coûter en temps et du coup coûter en bottom line pour les consommateurs. Donc on essaie de trouver un modèle hybride où on optimise la valeur pour tous les acteurs de l'écosystème, les consommateurs, les conseils financiers, grâce à une plateforme. Tu viens de nous expliquer un petit peu tes ambitions pour là les prochains mois, on va dire, les prochains produits qui vont sortir à plus long terme. Quelle est ta vision, ton ambition pour cette entreprise ? Ouais, eh bien écoute, notre vision, c'est d'être le guichet unique pour les finances personnelles en Australie et après dans les marchés dans lesquels on décidera d'ouvrir. Mais déjà l'Australie, c'est un grand marché. En fait, il y a quelque chose que les gens n'ont pas forcément en tête, c'est que certes, c'est que 27 millions d'habitants aujourd'hui, l'Australie, mais en termes de gestion de patrimoine, c'est un plus gros marché que l'Inde, 1,4 milliard. Donc il y a un certain nombre de misconceptions. L'Australie, c'est un marché où on a vraiment la possibilité d'avoir de l'impact, un impact important pour nos clients. Donc c'est vraiment le focus initial. Et et quand on dit guichet unique, en effet, ça veut dire à la fois le conseil personnalisé par des spécialistes de différents domaines, que ce soit des agents de crédit hypothécaire, des conseillers financiers, mais aussi les outils technologiques pour vraiment aider à prendre les bonnes décisions et de comprendre les tenants et aboutissements des grandes décisions financières de la vie de quelqu'un. Donc ça peut être investir dans une propriété ou pas, prendre le prêt, ça peut être quel type de fonds de pension. Donc, tu sais, en Australie, c'est dans les pays anglo-saxons plus développés, tout ce qui est fonds de pension, c'est pas le même système qu'en France. Donc, l'individu a un choix là-dessus, dans la manière dont il va organiser son fonds de pension, ce qu'on appelle superannuation en Australie. Donc, toutes ces grandes décisions-là, que ce soit les comptes en banque, les investissements en ETF, sur un peu tous les grands actifs et passifs et les grandes décisions financières, les accompagner
et être vraiment de one-stop shop. Donc comme je disais, guichet unique où, tu n'es parce que c'est ça la valeur aussi, il y a tellement de différentes applications financières pour faire du trading, des Mmh. cryptos, de l'immobilier et cetera. Nous, c'est vraiment consolider, et vraiment piloter l'ensemble, d'un seul endroit et en utilisant la technologie, les data et aussi évidemment, l'AI, pour, faciliter et rendre, moins cher en fait le service aux consommateurs dans ce secteur, des finances personnelles. Comment est-ce que vous travaillez? Comment est-ce que vous vous organisez les 3 cofondateurs? Mmh mh. Parce que tu parlais de ton tu as un cofondateur qui est franco-australien, un qui est basé au Mexique, Chili. au Chili, pardon. Hem, En termes de scope, parce que même toi, la partie, finance, peut-être à titre personnel, c'était quelque chose qui t'intéressait, mais tu étais pas spécialisé par rapport à tes expériences avant. Ouais, comment vous vous organisez, au quotidien par rapport à la gestion de ces entreprises? Mmh. Un très bon point, et je commencerai par une petite note qui est pas exactement, de réponse à ta question, mais c'est important. Les finances, d'entreprise et finances personnelles, c'est très différent. Donc il y a plein de gens qui ont f 20 ans de carrière dans la finance d'entreprise, dans les financial markets et tout ça et Mmh. qui ont aucune idée de comment gérer leurs finances personnelles, donc c'est 2 sujets différents et moi, en effet, j'avais pas d'expérience professionnelle, en finance d'entreprise. Bon, j'avais étudié comme dans les MBA, on étudie les finances d'entreprise. Mais donc voilà, finance des personnels, en fait, à part les financial advisors, personne finalement n'a vraiment une expérience professionnelle, dans les finances personnelles. Mais oui, donc comment se répartit le travail? Donc il y a une manière assez simple pour notre, CTO, donc responsable de la tech, donc il y a une personne qui est un développeur, software ingénieur, Carlos, donc lui, il va vraiment gérer toute la partie back-end, front-end, du produit. Ouais. Et après, entre Alex et moi, comment on se répartit les tâches? Hem, Alex, en fait, bon, déjà, on est une petite équipe et on a quelques personnes qui nous aident en plus, mais je veux dire, heu, plus l'équipe est petite, plus en fait les job descriptions, ont leurs limites, quoi, puisque et dans la pratique, il y a pas mal de choses à faire Le et on se multitâche. répartit, voilà, il faut être très multitâche et très ouvert en fonction des besoins, de s'adapter. Mais de manière générale, la règle qu'on a essayé de mettre, c'est que Alex, a le leadership sur, ce qui est produit. Donc tout ce qui est, ça veut pas dire que je travaille pas aussi sur le produit, mais, voilà, il a vraiment la «décision finale» entre guillemets, parce qu'il faut avoir des règles claires en termes de décision finale, sur la partie produit tech. Sur la partie finance, moi j'ai, sur la partie marketing commercial, opération. Donc voilà, c'est un peu comme ça qu'on a réparti les tâches. Hem et voilà et dans la pratique, il y a pas mal de choses qu'on fait aussi ensemble. Par exemple, tout ce qui était, fundraising, où on a fait à peu près, hem, la moitié chacun entre guillemets pour notre premier tour d'investissement. On a levé 1 million de dollars australiens. Voilà, donc c'est un travail d'équipe. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière? Mmh. Ouais. Non, c'est une bonne question et en effet, j'ai appris beaucoup, hein, de différents leaders dans l'industrie. Hem, mais je dirais j'ai l'impression, hein, après, que la plupart des choses que j'ai appris, c'était plus via, l'observation. En fait, c'est peut-être aussi la manière de mieux se rappeler de choses. Peut-être que finalement, j'ai reçu de très bons conseils de pas mal de personnes, mais c'est peut-être pas ce qui m'a le plus marqué ou ce dont je me rappelle. Ce dont je me rappelle le plus en termes de, «conseils du monde» entre guillemets, c'est ceux que tu vis, dans ta chair entre guillemets, que tu expériences, les expériences que tu fais, qui vraiment t'enseignent sur le fonctionnement du monde et c'est vrai que peut-être que c'est plus impactant que quelqu'un qui va te dire, qui va te faire un conseil général, parce que tu l'auras observé, tu l'auras vu, tu l'auras mis en pratique. Mmh. Hem Donc les conseils, si pas forcément que j'ai reçus, mais les observations que j'ai faites que je peux partager comme conseils pour d'autres, bon, il y en a pas mal, mais quelque chose qui m'avait marqué, c'est vraiment, la loi des grands nombres, en fait. Hem, Dans le business, dans la vie personnelle, professionnelle, la plupart, enfin, et notamment quand on parle de sales, de commercial, c'est principalement des échecs, c'est principalement des réjections, c'est principalement, des problèmes qui ne sont pas résolus. Mais il y a toujours une partie, un pourcentage de succès, en fait. Le succès, c'est pas personne n'a 100 de succès. Le succès, c'est avoir 0,5 de succès, qui marche bien. Enfin, que ce soit dans le business, dans d'autres domaines, c'est toujours comme ça, en fait. Hem et donc ça, c'est un apprentissage, c'est qu'il faut pas avoir peur de la rejection. C'est la nature, non pas c'est pas quelque chose de personnel qui est contre soi,
c'est pas le monde n'est pas contre soi, les gens ne sont pas contre soi. C'est la nature du monde d'être dans la réjection la plupart du temps, mais il faut trouver la petite proportion de gens ou de business ou voilà, d'acteurs qui vont être des alliés ou qui vont être des clients ou des partenaires, et cetera. Et donc ou des boîtes qui vont te recruter, et cetera. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment, mettre les chiffres de ton côté et vraiment être proactif à voilà, parler, à échanger, à te faire connaître auprès d'un maximum de gens. Et si tu fais ça d'une manière qui n'est pas trop mauvaise, je dirais, hem eh bien, il y aura nécessairement des gens qui vont apprécier ton profil, ta vision, ce que tu veux faire et donc des gens qui vont être des bons partenaires business, employés, clients et cetera. Donc ça, je pense, c'est vraiment important et il y a pas mal de gens qui se focalisent, ils essaient une fois un truc avec une personne: «Ah, ça marche pas, OK, it's a bad idea, c'est nul, je suis nul, le monde m'en veut» et on Mmh. s'arrête là. Et ça, c'est vraiment le learning, c'est vraiment un mauvais mindset, quoi. Il faut considérer que c'est rien de personnel, c'est dans la nature du monde. Le nom et le mode de fonctionnement, heu, général, du monde. Mmh. Le monde est fait de noms qui t'entourent dans tous les sens et en fait, il faut aller avoir l'agilité et la résilience d'aller chercher les le peu de «oui», qu'il y a et de les faire éclore, je dirais. Parfois, c'est des graines de «oui» et il faut les transformer en arbre de «oui». Voilà, c'est nécessaire pour ça de mettre les efforts et de pas s'arrêter, voilà, trop tôt. Parce que en fait, tout échec véritable, c'est de s'être arrêté avant d'avoir trouvé, la graine du «oui». Mmh. OK, super. Tu parles justement d'essayer, il y a beaucoup de gens qui essayent une fois avec une personne. Moi, je vais rajouter dans un lieu aussi. Toi, tu t'es confronté à énormément de cultures, de pays, tu as voyagé à travers le monde. Qu'est-ce que tu en as retenu de ces confrontations, à différentes cultures et de tes expatriations à travers le monde? Est-ce que tu, aujourd'hui, retrouves des dénominateurs communs entre toutes les cultures? Sur quoi tu te bases quand tu parles à un interlocuteur que tu ne connais pas, qui, justement a un background, des valeurs différentes, une éducation différente, une culture, et un pays peut-être différent? Comment est-ce que tu fais pour justement, t'adresser de la meilleure des façons à Mmh. un nouvel interlocuteur, Mmh. en se basant sur Oui. toutes tes expériences? Oui, eh bien, comme tu l'as dit, hein, c'est quel est le dominateur commun? Parce que par définition, si tu ne connais pas, une certaine culture, un certain groupe, et cetera, tu peux pas faire vraiment enfin, tu peux faire des hypothèses, mais tu as aucune, Mmh. certitude que ton hypothèse est bonne. Donc s tu vas te baser sur le dénominateur commun. Et quel est le dénominateur commun? Comme tu dis, moi, je pense que j'étais assez, fasciné par le fait que, notamment, un des dénominateurs communs clés, c'est toutes les cultures, la plupart des enfin, la plupart des cultures, la plupart des gens, apprécient la curiosité et l'intérêt que tu peux avoir pour eux. Mmh. C'est ça le dénominateur commun. Et en fait, à partir de là, c'est relativement facile, quand on a le bon mindset, de connecter et de bâtir avec les autres, autrui, dans toutes les dimensions, que ça peut être religieux, ethnique, culturel, ce que tu veux. C'est à partir du moment où, de manière authentique, tu t'intéresses à l'autre, l'autre va lui-même te fournir les clés de sa compréhension. Mais il faut être intéressé, il faut être curieux. Et en fait, de par ce process de curiosité, bah, tu vas apprendre la partie qui n'est pas dénominateur commun, la partie spécifique à différentes cultures. Et ça paraît vraiment bête à dire, mais il y a beaucoup de gens, en fait, qui ne font pas cet effort initial, qui vont pas s'intéresser à la langue, à la culture, à l'histoire, d'un pays ou d'un autre. Peut-être: «Oh, le pays est trop petit, c'est pas une des 3 langues majeures mondiales, donc pourquoi m'y intéresser?» et cetera. Et ben, la réponse, c'est qu'en fait, l'impact ou les apprentissages que tu peux faire de certaines cultures, langues, religions, et cetera, ça se compte pas au nombre de voilà, nombre de personnes qui les pratiquent, puisqu'en fait, c'est une partie de ce qu'est l'expérience d'être un être humain et du coup, tu peux y apprendre
en apprendre beaucoup plus que simplement comme un outil pour utiliser pour aller voir un autre membre de ce groupe. En fait, tes apprentissages te serviront. Enfin, ce que j'ai appris, je sais pas, des Indonésiens, des Malaisiens, de la langue indonésienne ou du portugais, me sert au-delà de l'interaction avec des Portugais ou des Brésiliens ou des Indonésiens. En fait, puisque c'est un apprentissage d'une facette de la nature humaine et d'une facette de la manière d'être humain. Et donc, en termes de sagesse, d'apprentissage, de réflexion, de mise en perspective. Et je pense que ça, c'est un des éléments que je trouve, il faut take a step back, hein, si on essaie d'avoir une vision un peu plus globale de qu'est-ce que m'a apporté ces expériences dans différents pays, dans différentes cultures. Et d'ailleurs, une des raisons pour laquelle je voulais le faire au début, c'est l'idée, ok, si je fais des stages ou si je bosse dans une boîte en France, je vais apprendre des trucs dans mon boulot. Et puis en dehors du boulot, surtout si je suis toujours à Paris, etc., bah, en dehors du boulot, je vais pas apprendre grand-chose puisque je suis dans un environnement que je connais déjà, dont je maîtrise les codes, qui parlent ma langue, ma culture, etc. Alors que si je bosse ailleurs, sans même faire d'efforts, le fait même d'être exposé à un environnement différent, bah déjà c'est un apprentissage. Ça t'oblige à apprendre, et si tu aimes ça, bah c'est aussi un plaisir d'apprendre. Et donc il n'y a pas seulement la dimension apprentissage professionnel dans le cadre du travail, mais aussi bah, tout est une source d'apprentissage, l'environnement, les gens, la langue, etc. Donc je trouve que c'était moi ce qui m'intéressait, c'était ce côté environnement stimulant. Et je pense qu'en termes de réflexion sur soi, sur les objectifs qu'on va avoir, sur l'impact qu'on va avoir cette vision de différentes cultures et de différents types de personnes qui se sont posées la même question. Parce qu'en fait, tout le monde se pose les mêmes questions, mais il répond potentiellement différemment. Et du coup, avoir notion de la diversité des réponses à ces questions importantes donne de la perspective et permet en fait et pour moi c'est aussi comme ça que je vois, c'est vraiment ne pas être esclave d'une certaine manière de voir ou de faire les choses, mais de savoir qu'il y a différentes manières de voir ou de faire chaque chose, et de choisir en fonction de ma personnalité, en fonction de mes valeurs, que j'ai construit évidemment au cours du temps, mais qu'est-ce qui correspond le mieux? Et parfois, bah, pour certains, je sais pas, certains trucs, je trouve que, bah, tiens, la manière indonésienne, bah, c'est ce qui fait le plus sens, c'est ce qui marche le mieux. Pour ça, ah, bah, j'aime bien la manière algérienne ou voilà. Et donc en fait, tu fais un peu ton approche culturelle à la carte ou philosophique à la carte, où tu prends ce que tu considérais être les bonnes pratiques et les apprentissages que tu as pu avoir aux différents endroits où tu allais. J'imagine que c'est un peu l'idée derrière ton voyage à travers la région. Oui, tout à fait, ouais. Ça correspond totalement et j'aime beaucoup cette notion que tu induis là, que tu évoques, le fait de s'ouvrir à différentes cultures. Après, il y a respecter ces cultures. Je vais pas forcément être d'accord et en adéquation avec chacune des coutumes, mais au moins je sais qu'elles existent. Ça me permet d'avoir une autre vision sur un sujet, une façon de vivre une situation. Et après, je la prends ou non, mais c'est la richesse des autres, de toute façon, qui permet aussi de t'enrichir toi-même. Donc, oui, c'est tout à fait ce qu'on est en train de faire aujourd'hui avec l'Odyssée managériale après 3 ans en Asie, de se concentrer sur l'Océanie et l'Amérique. Est-ce que tu as un indispensable? Alors moi, ce que j'appelle un indispensable, on m'a répondu de 1001 façons à cette question. C'est bien, c'est ce qu'il faut. C'est la question ouverte. Donc, je sais pas, ça peut être je veux pas trop t'orienter, mais ça peut être des personnes, ça peut être un livre de chevet qui t'accompagne depuis longtemps et que tu as plaisir à relire, un podcast, un objet qui te suit au quotidien. Quel est ton indispensable? Moi, je pense qu'il y a 2 choses qui sont très importantes pour moi, pour ma balance à la fois personnelle, professionnelle. Ouais. Premièrement, c'est la pratique du sport. Donc c'est pas très original, mais voilà, je suis tendance à être très énergétique, à la limite de l'hyperactif. Donc si j'ai pas, à un moment donné, l'opportunité de me défouler et de faire du sport chaque jour, c'est vraiment important pour moi. Ça permet d'avoir cet équilibre. Juste quel sport? Parce que ça va peut-être pas se voir au podcast, mais tu fais plus de 2 mètres, 2 mètres 07. J'ai bien fait du basket dans le passé, ouais. mais vraiment tout sport. En fait, j'aime bien l'activité sportive, que ce soit évidemment les sports collectifs, mais aussi la course, la natation, le volley qui est aussi collectif, mais le kayak, les sports d'aventure. Aujourd'hui, le sport prend
quelle partie dans ta vie, comment tu le fais Je pense que c'est un très bon régulateur et ça apporte un certain équilibre dans la vie, notamment quand tu travailles beaucoup, etc. En fait, le retour sur investissement du temps passé au sport est toujours incroyable, en fait. Parce que ça a tous les effets positifs que tu puisses trouver, quoi. Tu te sens mieux après, c'est bon pour la santé, t'es plus concentré, tu dors mieux. Enfin, je veux dire, il y a que des effets positifs et en fait, même si tu fais, tu vois, 30 minutes, 45 minutes, c'est pas beaucoup, mais sur une journée, tu auras toujours 30 ou 40 minutes, enfin, il faut en tout cas les trouver. Et ben, en fait, le nombre d'impacts, de bénéfices que tu as par rapport au temps que tu y passes, c'est incroyable. Je voulais pas juste avoir cette dimension Ouais, ça c'est le sport. premier, t'as dit, t'en as Le eu deux. deuxième, ouais. Non, le deuxième, honnêtement, et c'est comme tu parlais de livres de chevet, mais c'est vrai que j'ai toujours été un grand lecteur de tout temps, depuis que j'ai appris à lire, même avant que j'ai appris à lire, où j'étais peut-être plus sur les images, mais je pense que et malgré, tu vois, les YouTube, les podcasts, etc. J'adore les podcasts, il y a des très bonnes vidéos en ligne, etc. Mais je trouve que la lecture, c'est quand même la manière la plus rapide d'apprendre énormément de choses super utiles dans la vie et quel que soit le sujet, en fait. Et donc je pense que évidemment qu'il faut vivre, et donc j'ai essayé de vivre et de faire pas mal de choses dans ma vie so far, dans différents endroits, etc. Il y a une valeur essentielle à construire des liens, à tisser du lien avec autrui, à voyager, etc. Mais je pense qu'il y a la complémentarité et l'importance de la lecture, et ça ne va pas changer. On peut avoir l'IA, on peut avoir les vidéos, tout ce que tu veux. Pour moi, il y a toujours rien qui remplace la lecture en termes de retour sur investissement, en termes de densité de l'apprentissage à la seconde passée, si tu veux. Et même d'ailleurs à l'euro ou au dollar investi. Parce que quand tu vois aujourd'hui, c'est incroyable, il y a quelque chose qu'on réalise pas avec tout le contenu gratuit qui est en ligne. Même les livres, un livre à 3, 4, 5 euros $, quand tu sais que, bon, voilà, manger un repas, ça va être 2 fois ce coût-là. Enfin, genre, le coût relatif de l'accès à la connaissance a jamais été aussi bas dans l'histoire de l'humanité. Et c'est génial. Est-ce que tu as une personne à me recommander pour un nouvel épisode de ce podcast ? Oui. Et ça serait un ami entrepreneur exceptionnel, Florian Jacques, fondateur de Midstay, est basé à Bali. Je sais pas si tu y passes. Ok, alors on n'y passera pas, mais c'est pas grave, on peut faire ça online. Il voyage un peu et il peut aussi faire ça online. Ok. Voilà, très, très belle boîte, et notamment dans un secteur en pleine croissance et super important, qui est l'engagement des employés à travers les team building outings. Maintenant qu'il y a un mode de travail hybride ou remote, il aide vraiment les entreprises à organiser, il organise pour eux des super événements personnalisés en fonction des besoins des entreprises, pour se retrouver dans des lieux assez sympa, et pour que tous les objectifs que l'entreprise se fixe puissent être atteints dans ces outings. Génial. Super. Ouais, les team building, de toute façon, c'est moi qui fais actuellement une étude sur l'engagement au travail, ça correspond parfaitement. Voilà, il est francophone, il est belge francophone. Parfait pour le podcast Les Leaders Sans Frontières. Avec grand plaisir pour l'interroger. Où est-ce qu'on peut te suivre ou te contacter, Maxime ? Eh bien, je pense que le plus simple, c'est LinkedIn. Voilà, donc Maxime Chory sur LinkedIn. Normalement, vous me trouveriez. Et voilà, let's connect. Envoyez-moi un message. C'est d'ailleurs comme ça que tu m'as contacté, que ce podcast a eu lieu. Donc, la preuve que ça marche. Super, merci beaucoup pour ton temps. C'était un plaisir d'échanger avec toi sur ces sujets, ton parcours de vie et ton aventure entrepreneuriale. Merci beaucoup, Paul. C'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez de nouvelles idées pour élargir vos horizons. Si vous avez apprécié cet échange, n'oubliez pas d'ajouter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée ou de vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode des Leaders Sans Frontières. Au revoir.